J'espère que vous allez bien, c'est Khadija Faraj. On va aborder aujourd'hui un cours qui est très important en pédiatrie, c'est le cours infection urinaire chez l'enfant. Si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, surtout à s'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je poste. Et vous trouverez le lien de mon Instagram et de ma page médicale dans la boîte d'infos, surtout à s'abonner pour recevoir toutes mes publications. C'est parti. Alors le plan du cours, on va commencer avec une petite introduction, l'intérêt de la question, la définition des infections urinaires, l'étiologie de ces infections urinaires, le diagnostic positif de l'infection urinaire, quel est le diagnostic de certitude des infections urinaires, le diagnostic étiologique, la prise en charge, c'est-à-dire le traitement, et on finira par une petite conclusion. Alors là, comme introduction, l'infection urinaire est une infection bactérienne très fréquente. Donc, c'est une infection d'ordre bactérien qui est très fréquente. D'accord? Quand on dit infection urinaire, c'est pratiquement des infections qui sont de type bactérien. D'accord? La symptomatologie est d'autant plus atypique que l'enfant est plus jeune, c'est-à-dire que les symptômes n'ont pas allé forcément vers les symptômes urinaires comme la pollakiurie, la dysurie, les brûlures missionnelles. Ils vont aller plutôt avec, par exemple, une fièvre qui est inexpliquée, un tableau de déshydratation, un tableau de stase pondérale, etc. Il est souvent associé à un reflux vésico-urétéral ou à une neuropathie obstructive. Quand elle est répétée, on peut suspecter qu'il y a une malformation urinaire ou une pathologie urinaire qui cause ces infections. D'accord? Un diagnostic précoce puis un traitement efficace permet d'éviter les cicatrices rénales. D'accord? Et ces cicatrices rénales peuvent être à l'origine d'une hypertension artérielle ou bien d'une insuffisance rénale chronique. Donc, l'intérêt du diagnostic précoce de ces infections urinaires. Les modalités de la prise en charge de l'infection urinaire chez l'enfant font toujours débat, tant au niveau thérapeutique que sur le plan des investigations proposées. Donc, voilà. Donc, définition, donc elle est définie, toujours retenez ce chiffre, donc elle est retenue par une bactérie, c'est-à-dire un nombre de bactéries dans les urines supérieur à 10 puissance 5 bactéries par millilitre. Donc, quand les urines sont recueillies au milieu du jet, quand on trouve un nombre de bactéries supérieur à 10 puissance 5, c'est très important ce chiffre par millilitre, on dit qu'il y a une infection urinaire. Ça, c'est confirmé par le CBU, c'est-à-dire l'étude cytobactériologique des urines. C'est-à-dire, à la fois, c'est une étude cytologique, on va mettre en évidence la présence de leucocytes, parce que quand il y a une infection, c'est-à-dire une présence de germes dans les urines, automatiquement, on va retrouver des leucocytes. Ça, c'est pour l'étude cytologique. Étude cytobactériologique des urines, ce qu'on appelle fréquemment le CBU. Bactériologique, c'est-à-dire on va quantifier le nombre de bactéries qui est présent. D'accord? Très bien. L'infection urinaire est dite basse, donc cystite, c'est-à-dire une infection de la vessie. D'accord? Toute infection de la vessie, elle est appelée une infection urinaire basse. Au-delà, au-dessus de la vessie, c'est-à-dire une infection de l'urétère ou bien infection surtout du rein, qui fait toute la gravité de l'infection urinaire, d'accord? Elle est appelée infection urinaire haute. D'accord? Très bien. Si elle se limite à la vessie, elle est dite haute pyélonéphrite. Pyélonéphrite, c'est-à-dire une infection bactérienne des reins. D'accord? Donc, si elle intéresse le rein, les cavités pyélocalicielles et ou l'urétère. Donc, elle est dite dans ce cas une infection bactérienne haute. Éthiopathogénie, donc fréquent 5 à 10% des admissions en pédiatrie, donc c'est plus ou moins fréquent. L'âge et le sexe. À la période néonatale, donc il y a une prédominance masculine, d'accord? Mais après l'âge de 1 an, bien sûr, il y a une nette prédominance féminine. Vous voyez bien 7% filles et 2% pour les garçons. 7% parce qu'ils ont quantifié 10%. 10% des admissions en pédiatrie sont des infections urinaires. Dont 7% sont des filles et 2% sont des garçons. Bien sûr, vous remarquez bien qu'il y a une prédominance féminine.
Voilà, les germes responsables, c'est hyper tombable en QCM cette question. Il faut savoir que le germe le plus responsable des infections urinaires dans la majorité des cas, c'est Escherichia coli. D'accord? Escherichia coli, c'est la bactérie la plus fréquemment retrouvée dans les infections urinaires. Ça n'empêche pas qu'il y a d'autres bactéries qui peuvent se voir dans les infections urinaires, comme le Proteus mirabilis, les entérocoques, Klebsiella, Piocyannique, les staph, d'accord? Les Staphylococcus aureus sont les moins fréquents, disons, dans les infections urinaires. D'accord? Le germe le plus fréquent dans les infections urinaires, c'est Escherichia coli, 60 à 90% des cas. Maintenant, la voie de contamination, d'où viennent ces bactéries? Dans la majorité des cas, ces bactéries viennent de la flore fécale. D'accord? Quand le nettoyage se fait de façon erronée, se fait d'arrière en avant, normalement le nettoyage se fait d'avant en arrière. Quand le nettoyage se fait en arrière d'avant, ces bactéries qui se trouvent au niveau de la flore fécale vont être transmises vers les voies urinaires. Donc ça, c'est par voie, ce qu'on appelle la voie ascendante, parce que ça vient du bas et ça peut monter vers la vessie, l'urétère et les reins. Comme ça peut venir par voie hématogène, c'est une voie extrêmement rare en ce qui concerne les infections urinaires, exceptionnelle chez le nouveau-né, c'est-à-dire une bactérie quelconque, une bactérie qui vient d'un foyer quelconque, qui va par voie sanguine et qui peut par voie sanguine aller partout, notamment les voies urinaires. D'accord? Donc c'est rare, c'est exceptionnel. La majorité des cas, c'est par voie ascendante. Et n'oublions pas qu'il y a la voie iatrogène. Quand il y a un sondage urinaire où la sonde est utilisée pour plusieurs jours, la sonde peut être la source d'une infection urinaire. Là, elle est dite infection urinaire iatrogène, c'est-à-dire par un matériel externe. Maintenant, les facteurs favorisant l'infection urinaire, il y a des facteurs qui sont propres à l'hôte. Donc, il y a la stase des urines. Toute stase des urines, vous remarquez bien, toute liquide qui stase dans le corps, que ce soit la bile, que ce soit les urines, est une source d'infection. D'accord? Les urines, normalement, ne stagnent pas dans les voies urinaires. Ils sont éliminés dans la vessie, d'accord? Mais quand il y a une stase urinaire, notamment quand il y a une neuropathie malformative, vessie neurologique, c'est-à-dire une vessie qui n'arrive pas à vider son contenu, une immaturité de la vessie, une constipation, là, tous ces cas favorisent la stase des urines au niveau, que ce soit de la vessie, que ce soit des uretères, etc. Et toute stase des urines est une source de leur infection. Quand il y a aussi les faibles défenses immunitaires, il y a une rupture de déséquilibre entre la défense de l'organisme et les facteurs de virulence des bactéries. Et quand il y a rupture de cet équilibre en faveur des bactéries, il y a l'augmentation de la fréquence ou la fréquence de survenue de ces infections urinaires. D'accord? Diabétique, syndrome néphrotique où il y a une perte des protéines, notamment les immunoglobulines dans les urines, et donc on aura une diminution de la défense immunitaire, une malnutrition. Tout ça peut favoriser la survenue des infections urinaires. Les causes orales, oxyurose, phimosis serrée, une vulvite, un reflux vaginal, une mauvaise hygiène locale, tous ces facteurs peuvent causer une infection urinaire ou augmenter la fréquence d'une infection urinaire. Maintenant, on a vu les facteurs qui sont liés à l'hôte elle-même. On aborde les facteurs qui sont liés aux germes, c'est-à-dire qui est lié aux bactéries. Il y a certaines bactéries, il y a certaines bactéries qui ont un pouvoir pathogène virulent grâce au Fibria ou au pili. Donc il y a certaines bactéries quand vous voyez ça, c'est des pili, d'accord, qu'on appelle des pili communes. On ne parle plus des pili sexuels, d'accord? C'est des pili communes, ce que vous voyez là. Et les pili communes aident les bactéries, notamment Escherichia coli, à se fixer à l'épithélium des voies urinaires et à coloniser l'épithélium des voies urinaires. D'accord, donc les pili, une réponse inflammatoire et de cytokines. Vous remarquez bien que 80% des Escherichia coli présentent des pili et ça va aller jusqu'à 50% des autres germes
qui possèdent ces pili qui sont considérés comme des facteurs d'adhérence de cette bactérie à... c'est pas des facteurs de virulence. Les facteurs de virulence, c'est les facteurs qui causent l'inflammation ou qui causent la virulence de la bactérie elle-même. C'est des facteurs seulement d'adhérence de la bactérie à l'épithélium. C'est un facteur de fixation. D'accord? Adhérence, comme vous voyez là, à la muqueuse végétale ou adhérence à des cellules rénales. Maintenant, pour le diagnostic positif, les signes cliniques, vous remarquez bien qu'ils sont très variables en rapport avec l'âge, d'accord? Et savoir y penser différent selon l'âge, d'accord? Donc, n'expectez pas que le tableau soit complet ou que ce soit typique. Vous remarquez que chez le nouveau-né, toute infection peut être interprétée par des vomissements. Donc, vomissement n'est pas égal à une gastroentérite chez le nouveau-né. Ça peut être en rapport avec toute une infection, que ce soit du tube digestif ou que ce soit une infection autre. Donc, toute infection chez le nouveau-né, retenez qu'elle peut se manifester par des vomissements et même des diarrhées. D'accord? Vomissements et diarrhée n'est pas synonyme d'une infection digestive. Ça peut être une infection urinaire qui cause ces symptômes. Donc là, chez le nouveau-né, elle peut se manifester par des vomissements, anorexie, surtout une fièvre, parce que c'est une infection bactérienne, une perte pondérale, d'accord? La déshydratation, oligurie. Donc il y a une déshydratation, ça peut causer une oligurie, hématurie, un ictère, c'est très important, un ictère peut se voir dans une infection bactérienne, urinaire, difficulté de miction, irritabilité. Chez le nourrisson, ça peut se manifester par des vomissements, anorexie, perte pondérale. Donc ça rassemble un petit peu au tableau du nouveau-né. En ce qui concerne l'âge préscolaire, ça peut se manifester par des difficultés de miction, des douleurs abdominales, d'accord, une fièvre, hématurie, surtout la fièvre. Quand elle est importante, on suspecte une infection bactérienne urinaire haute, c'est-à-dire rénale. Quand la fièvre elle est supérieure à 39, etc., surtout s'il y a des douleurs lombaires, ça peut nous orienter vers une infection haute, notamment la pyélonéphrite. D'accord? Polydipsie, protéinurie et les diarrhées. L'âge scolaire, douleur au flanc, ça peut nous orienter vers une infection des reins, c'est-à-dire la pyélonéphrite, la dysurie, la pollakiurie et les brûlures mictionnelles, ça peut nous orienter vers la cystite, c'est-à-dire l'infection urinaire basse. D'accord? C'est l'infection de la vessie. Très bien. Des urines fétides en rapport avec la présence de ces bactéries dans les urines. Maintenant, quand on suspecte une infection urinaire, on peut faire un test de dépistage. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la bandelette réactive urinaire. C'est ça, d'accord? Donc, c'est une bandelette avec différentes couleurs qu'on va mettre en contact avec les urines et il y aura un changement de couleur, d'accord? Un changement de couleur. Et ces changements de couleur sont codés, c'est-à-dire chaque couleur, elle code pour quelque chose. D'accord? Vous trouvez la signification des couleurs sur la boîte des bandelettes urinaires. D'accord? Ça, il faut savoir que c'est un test de dépistage. C'est hyper tombable en QCM. D'accord? C'est pas un test de confirmation d'une infection urinaire. C'est-à-dire une bandelette urinaire positive ne va pas nous confirmer le diagnostic d'une infection urinaire. Par contre, elle a une valeur négative très élevée. C'est-à-dire, si dans la bandelette urinaire, on ne trouve pas de leucocytes, on ne trouve pas de nitrite, d'accord, on va voir le leucocyte et le nitrite, on élimine l'infection urinaire à 90%. C'est énorme, d'accord? Mais quand la bandelette réactive met en évidence des leucocytes ou de nitrites ou les leucocytes et les nitrites en même temps, ça ne confirme en aucun cas l'infection urinaire. L'infection urinaire, elle est confirmée par le CBI, c'est-à-dire l'étude cytobactériologique des urines. D'accord? C'est très important. Alors la bandelette urinaire, sans rentrer dans les détails, je vous ai dit qu'on la met en contact avec les urines et ça va changer de couleur. Chaque couleur, elle indique quelque chose. Et bien sûr, ce qui nous intéresse dans les infections urinaires, c'est pas tous les paramètres dans la bandelette urinaire, parce que la bandelette urinaire, elle contient plusieurs paramètres qu'on appelle l'abscisse
ou multistix. Multistix, là, il contient plusieurs paramètres que le labstix. Maintenant, la bandelette urinaire, ce qui nous intéresse dans l'infection urinaire, c'est la présence de nitrites. Dans les urines, de façon naturelle, on a les nitrates. Si on a une infection bactérienne, notamment Escherichia coli ou autre, on a la transformation de ces nitrates en nitrites. D'accord? Donc, si on retrouve des nitrites dans les urines, ça, c'est en faveur d'une infection urinaire. Si on trouve encore plus des leucocytes, ça, c'est encore plus en faveur d'une infection urinaire. Mais remarquez bien que ce n'est pas un test de confirmation. D'accord? Donc, si les nitrites et les leucocytes sont positifs, il y a une haute valeur prédictive positive qu'il y a une infection urinaire, mais ce n'est pas confirmé. La confirmation vient par le CBU. D'accord? Et vous remarquez bien, si elle est négative, il n'y a pas un intérêt de faire un ECBU parce que la valeur prédictive négative, vous remarquez bien, elle est de 100%. Si dans la bandelette urinaire, on ne retrouve pas des nitrites, on ne retrouve pas des leucocytes, en même temps, ça, c'est une valeur prédictive très négative, très élevée. C'est-à-dire, ça, il n'y a pas une infection urinaire et, bien sûr, il n'y a pas un intérêt de faire un UCB. D'accord? Très bien. Maintenant, il y a un algorithme à suivre pour le diagnostic des infections urinaires. Maintenant, si l'enfant est fébrile, c'est-à-dire il a de la fièvre, il n'a pas des signes urinaires, d'accord? On a suspecté une infection urinaire, mais en même temps, il n'y a que la fièvre, il n'y a pas les signes urinaires. Là, on commence avec la bandelette urinaire. Si la bandelette urinaire elle est positive, c'est-à-dire soit les nitrites sont positifs, soit les leucocytes sont positifs, soit les deux, là, on peut faire un ECBU, d'accord? Et si le CBU est positif, ça nous confirme l'infection urinaire et donc ça nous indique l'indication de l'antibiothérapie, c'est-à-dire le traitement. Si le CBU est négatif, là, l'infection urinaire est écartée, c'est-à-dire il n'y a pas une infection urinaire, c'est-à-dire on a confirmé qu'il n'y a pas une infection urinaire, il n'y a pas d'examen, pas de traitement. D'accord? Très bien. Maintenant, si l'enfant est fébrile, c'est-à-dire il présente de la fièvre avec les signes urinaires qu'on a déjà parlé, soit une pollakiurie, soit les brûlures mictionnelles, soit les douleurs lombaires, etc. Là, on ne va pas traîner à faire la bandelette urinaire, on va directement faire le CBU. Et si le CBU est positif, on confirme l'infection urinaire et on entame notre antibiothérapie. Si le CBU est négatif, on ne confirme pas notre infection urinaire, c'est-à-dire il n'y a pas une infection urinaire, pas d'examen, pas de traitement. C'est ça l'algorithme pour les infections urinaires. D'accord? Très bien. Alors, confirmation du diagnostic avec le CBU, c'est-à-dire l'examen cytobactériologique des urines, indispensable pour confirmer le diagnostic, indispensable pour adapter l'antibiothérapie parce qu'à l'aide de l'ECBU, on peut faire de la culture et tant que... Où est le curseur? Je ne vois pas le curseur. Voilà. Et on peut faire l'antibiogramme. On peut faire l'antibiogramme pour voir à peu près les bactéries, la bactérie qui est présente parce que généralement l'infection urinaire, elle est monobactérienne. Retenez ça. Elle est monobactérienne. On ne peut pas trouver dans des infections urinaires plusieurs bactéries. Si on retrouve plusieurs bactéries, c'est-à-dire qu'il y a une contamination externe du prélèvement. L'infection urinaire, elle est généralement monobactérienne. On va tester cette sensibilité de cette bactérie aux différents antibiotiques, ce qu'on appelle l'antibiogramme, et on doit sélectionner l'antibiotique le plus efficace sur cette bactérie donnée. D'accord? Très bien. Bien sûr, le contrôle, il est inutile après traitement. Je vais vous dire à la fin qu'au 3e jour du traitement de l'antibiothérapie chez l'enfant, on doit faire un ECBU pour voir la stérilisation des urines. Il est inutile après traitement. Voilà. La recueil des urines, donc on doit faire une toilette soigneuse de la région périnéale, c'est logique. On doit nettoyer bien les organes génitaux externes et la région urinaire, que ce soit chez le garçon ou chez la fille, pour qu'il n'y ait pas une contamination externe de ces urines. D'accord? Maintenant, pour le grand enfant, on doit recueillir au milieu du jet. D'accord? Pour les enfants plus jeunes qui ne peuvent pas uriner de façon spontanée, on doit mettre un collecteur des urines, un sachet pour collecter les urines, et on collecte les urines. D'accord? Très bien. Bien sûr, exceptionnellement, une fonction suspubienne au cathétérisme, là, c'est exceptionnellement.
Maintenant, quand le prélèvement est fait, on a nos urines. Le transport au laboratoire doit être le plus bref possible. D'accord? Ensemenacement dans les 20 minutes. D'accord? Pour la lecture ne soit pas erronée. Sinon, si on ne peut pas faire directement le test sur ces urines, on peut mettre ces urines à plus 4 degrés, au réfrigérateur à plus 4 degrés, et ces urines peuvent être conservées pour une durée maximum de 24 heures. D'accord? Très bien. Bien sûr, l'interprétation, une bactérie, si elle est supérieure ou égale à 10 puissance 5% par millilitre, c'est pathologique, ça nous confirme l'infection. La leucociturie, parce que c'est étude cytobactériologique, supérieure ou égale à 10 puissance 5. Mais retenez bien que quand on conserve les urines à plus 4, généralement la leucociturie disparaît, même si elle est présente. Donc là, on va se baser beaucoup plus sur la bactérie. D'accord? Très bien. Si une ponction vésicale est faite, une seule colonie confirme le diagnostic. Colonie de bactéries, c'est-à-dire. Très bien. Maintenant, il y a les faux positifs, c'est-à-dire qu'il y a une contamination du prélèvement par des bactéries externes qui n'étaient pas présentes dans les urines. Là, on retrouve une flore polymicrobienne, alors qu'on a dit que l'infection urinaire, elle est monomicrobienne généralement. Donc là, on sait que le prélèvement est faux positif, il faut le refaire. Comme il y a les faux négatifs, c'est-à-dire l'infection urinaire, elle est là, mais elle n'est pas dépistée par le CBU. Dans ce cas, elle est liée généralement à un traitement antibiotique à l'aveugle qui précède le CBU. Le CBU, généralement, on le fait avant toute antibiothérapie. Si on fait l'antibiothérapie, on stérilise les urines et donc ça nous décapite un petit peu l'infection urinaire. On ne va pas trouver ces germes dans les urines. D'accord? Très bien. Bien sûr, on peut faire la culture. Donc, elle quantifie la bactérie et bien sûr, elle peut nous faire d'effectuer l'antibiogramme pour tester la résistance. Et comme on a déjà dit, une infection urinaire est pratiquement monomicrobienne. L'existence de 2 germes ou plus, c'est-à-dire qu'il y a les urines sont souillées par des bactéries externes. Il faut refaire l'examen. D'accord? Maintenant, pour le bilan biologique, il faut faire systématiquement, surtout quand il y a suspicion d'une pyélonéphrite. D'accord? Quand il y a suspicion d'une pyélonéphrite, il faut faire systématiquement FNS, d'accord? CRP, et ces deux cas, ils sont très... on retrouve une hyperleucocytose et une CRP fortement positive en cas de pyélonéphrite. En cas de cystite, généralement, il n'y a pas vraiment une hyperleucocytose ou une CRP franchement positive. D'accord? La procalcitonine, elle peut nous orienter vers une infection bactérienne, de type bactérienne. Bilan rénal, ionogramme sanguin. D'accord? Maintenant, voyez la différence entre les signes cliniques d'une pyélonéphrite, c'est-à-dire une infection du rein, et l'infection de la vessie. D'accord? Vous remarquez bien que l'infection du rein est plus grave qu'une infection de la vessie. Pour cela que les signes d'infection du rein sont plus graves que l'infection de la vessie. Vous remarquez bien que la fièvre, elle est très élevée en cas de pyélonéphrite. Elle est modérée dans la cystite. Les troubles hémodynamiques peuvent être présents dans la pyélonéphrite. Là, la cystite, il n'y a pas les troubles hémodynamiques. Les douleurs abdominaux lombaires sont présentes dans la pyélonéphrite, ils sont absents en cas de cystite. Maintenant, les troubles mictionnels, comme je vous ai dit, la brûlure, la dysurie, la pollakiurie, c'est beaucoup plus dans la cystite, c'est-à-dire l'infection de la vessie, et ils ne sont pas vraiment présents dans la pyélonéphrite, c'est-à-dire l'infection des reins. Pour la CRP et la procalcitonine, ils sont très élevés. Même le FNS, l'hyperleucocytose, elle est très élevée en cas de pyélonéphrite et elle est non ou modérément élevée en cas de cystite. Là, c'est pour juste faire la différence dans les cas cliniques entre la pyélonéphrite et la cystite, parce que là, le traitement sera différent. Que ce soit le premier épisode de pyélonéphrite ou le premier épisode de cystite, il faut faire une échographie abdominopelvienne. D'accord? Il faut faire une échographie rénale. Désolé, rénale, c'est pas abdominopelvienne. Échographie rénale et vésicale en première intention. Pourquoi on veut faire cette échographie? Premièrement, pour dépister des malformations et deuxièmement, pour dépister une complication quelconque de cette infection urinaire.
Donc, c'est systématique cette échographie vésicale, que ce soit premier épisode de cystite ou premier épisode de pyélonéphrite. D'accord? Très bien. En première intention simple, non invasive, peu coûteuse, facilement disponible et sans risque. Donc, voilà. On doit rechercher l'absence d'obstacles sur les voies excrétrices, une image d'abcès, c'est-à-dire qu'en complication de cette infection, une dilatation ou la présence des deux reins de taille normale. Très bien. Maintenant, si l'échographie elle est normale, il n'y a pas d'intérêt de faire d'autres examens. Notamment, quel est l'examen à faire? Notamment la cysto-urétérographie mictionnelle. D'accord? C'est pour voir un petit peu cysto-urétérographie. C'est pour voir la vessie et l'urétère. D'accord? Si l'échographie est normale, il n'y a pas indication à faire la cysto-urétérographie mictionnelle. Maintenant, si l'enfant fait 2 épisodes par exemple de pyélonéphrite ou un épisode de pyélonéphrite et il refait par exemple une cystite, ou bien il fait 3 épisodes de cystite, là on doit faire une échographie couplée à cette cysto-urétérographie mictionnelle en même temps. D'accord? Donc on répète, si le premier épisode de cystite ou de pyélonéphrite, on doit faire une échographie pour rechercher les malformations, etc., les complications. Si l'échographie revient normale, pas besoin de faire la cysto-urétérographie mictionnelle. Par contre, si l'échographie revient anormale, on doit faire cette cysto-urétérographie mictionnelle pour rechercher notamment le reflux vésico-urétéral. D'accord? Si je vous dis cysto-urétérographie mictionnelle, la première indication, c'est pour rechercher le reflux vésico-urétéral, c'est-à-dire qu'il y a un reflux des urines de la vessie vers l'urétère qui est source d'infection. Maintenant, si les infections urinaires sont répétées, là, on doit faire une échographie couplée à la cysto-urétérographie mictionnelle. D'accord? Très bien. Alors, pour la prise en charge, le but toujours c'est de stériliser. J'ai essayé dans ce cours de aborder juste les parties essentielles dans le cours. D'accord? Pour la prise en charge, c'est la dernière partie de notre cours, donc c'est-à-dire le traitement de notre infection urinaire. Il faut savoir que le traitement de l'infection urinaire basse, la cystite, est différent du traitement de l'infection urinaire haute, pyélonéphrite. Quel est le but de notre traitement? C'est bien sûr stériliser le plus rapidement les voies urinaires et le parenchyme. D'accord? Parce que quand l'infection peut durer dans le temps, elle peut causer une insuffisance rénale chronique, elle peut causer des cicatrices rénales, d'accord? Parce que n'oubliez pas que le germe qui est présent dans les reins, il cause une inflammation. Et toute inflammation, le dernier stade de l'inflammation, c'est quoi? C'est la fibrose. Et tout ce qui est fibreux, c'est un tissu qui n'est pas nécessaire. C'est un tissu qui est non fonctionnel. Et si la fibrose, elle est étendue, vous remarquez bien que ça peut causer une infection urinaire chronique, comme ça peut causer un abcès rénal. Donc là, c'est de stériliser, le but de notre traitement, c'est de stériliser le plus rapidement les voies urinaires pour empêcher le développement des complications. Bien sûr, c'est de prévenir les récidives de ces infections. Maintenant, quand on traite cette infection et sa récidive, ça peut nous orienter vers une malformation rénale ou une pathologie rénale quelconque. D'accord? Identifier les traitements des anomalies sous-jacentes qui peuvent causer ces infections urinaires au long cours. D'accord? Très bien. Bien sûr, les mesures hygiéno-diététiques générales de toute infection urinaire, comme vous voyez, une bonne hydratation pour faire une forte diurèse et se débarrasser de ces germes. D'accord? Bonne hygiène périnéale avec, comme je vous ai dit, nettoyage d'avant en arrière pour ne pas souiller la région urinaire avec des germes qui sont retrouvés dans les matières fécales. Bien sûr, changement quotidien des sous-vêtements, c'est logique. Miction fréquente et complète. Complète, c'est-à-dire pour vider complètement la vessie, parce que tout résidu dans la vessie peut s'infecter par des germes. D'accord? Très bien. Maintenant, pour la cystite aiguë, c'est-à-dire l'inflammation de la vessie, bien sûr, le traitement, il est en ambulatoire. Péros, c'est pratiquement le cotrimoxazole. D'accord? C'est pratiquement le cotrimoxazole qui est le plus utilisé. D'accord? Durée de traitement 5 à 7 jours et le traitement, il est par voie orale. Contre la pyélonéphrite, c'est un peu différent. Le traitement peut être par voie orale d'emblée ou comme il peut être hospitalisation avec voie IV pendant 2 à 3 jours et bien sûr le relais par os quand on a la stérilisation des urines.
D'accord? Critères d'hospitalisation, il y a certains critères quand on hospitalise devant une pyélonéphrite. D'abord, quand l'âge est inférieur à 3 mois, quand il y a des vomissements ou une déshydratation importante, quand il y a une insuffisance rénale, quand il y a des signes de sepsis, quand il y a une mauvaise surveillance parentale et quand il y a une uropathie malformative connue. D'accord? Maintenant, s'il y a ces facteurs-là, l'un de ces facteurs, bien sûr, l'hospitalisation s'indique et le traitement de la pyélonéphrite sera avec une bi-antibiothérapie, c'est-à-dire qu'on va utiliser 2 antibiotiques à la fois. Généralement, on utilise céphalosporine de troisième génération, que ce soit ceftriaxone ou céfotaxime, associé à un aminoside, généralement la gentane. D'accord? Donc, céphalosporine de troisième génération avec la gentamicine. Vous remarquez, pas besoin de vous expliquer, les posologies sont écrites. Le traitement IV sera un traitement d'attaque de 2 à 4 jours. Maintenant, on peut faire le relais Péros quand il y a stérilisation des urines. N'oubliez pas que un ECBU est à faire au J3 du traitement pour assurer que les urines sont stériles. D'accord? On peut faire maintenant le relais Péros pour une durée totale de cette antibiothérapie de 10 à 14 jours. D'accord? Très bien. On peut faire le relais Péros par le céphalosporine 3e génération. D'accord? Maintenant, quand il n'y a pas des signes de gravité, notamment l'âge est supérieur à 3 mois, il n'y a pas d'uropathie malformative, absence de sepsis ou d'immunodépression, là, le traitement, il est Péros, donc avec une monoantibiothérapie, c'est-à-dire qu'on va utiliser un seul type d'antibiotique, c'est généralement céphalosporine de 3e génération. D'accord? Céphalosporine de 3e génération pour une durée totale de 10 à 14 jours. Voilà. Maintenant, la surveillance, on doit surveiller la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la tension artérielle et la température surtout. D'accord? La température surtout qui doit baisser au bout de 24 jours, 24 heures. Si la température ne baisse pas, ça veut dire peut-être l'antibiotique, la bactérie, elle est résistante à l'antibiotique utilisé. D'accord? Surtout la diurèse, la pitée, poids et chimie des urines. D'accord? Très bien. Bien sûr, après l'épisode de cette infection, on doit faire une échographie rénale si elle n'est pas faite. D'accord? Bien sûr, la cystographie la cysto-urétérographie, elle n'est pas indiquée toujours systématiquement. Je vous ai dit, si l'échographie est normale avec premier épisode de cystite ou de pyélonéphrite, pas besoin de faire l'examen qui est le cysto-urétérographie. D'accord? Maintenant, dans certains cas, quand il y a, par exemple, un reflux qui est très important, un reflux vésico-urétéral très important, on a peur que l'enfant développe une infection urinaire à répétition. En attendant l'intervention chirurgicale, on peut conseiller un traitement prophylactique antibiotique pour généralement prévenir de faire des infections urinaires le temps de faire cette intervention chirurgicale. Donc, ce n'est pas un traitement prophylactique à vie. D'accord? Très bien. Voici les antibiotiques qui peuvent être utilisés. Et bien sûr, les posologies sont beaucoup plus faibles parce que c'est à but prophylactique, c'est pas par but thérapeutique. D'accord? Généralement, une seule prise le soir. Une seule prise le soir. Et on arrive à la conclusion, d'accord? Les infections urinaires sont des infections fréquentes. Ça peut causer des séquelles si le traitement n'est pas mis en route. Le dépistage se fait par la bandelette, mais la confirmation se fait par le CBU. Bien sûr, c'est une urgence thérapeutique. L'échographie rénale, elle est systématique pour premier épisode de pyélonéphrite aiguë. Et bien sûr, la modalité thérapeutique et les indications d'exploration restent discutées chez l'enfant. Pas de consensus établi actuellement, mais généralement utilise le cotrimoxazole pour les infections basses, le céphalosporine 3e génération pour la pyélonéphrite non grave, et pour la pyélonéphrite grave, c'est céphalosporine 3e génération associée à l'amyoside. Voilà, j'ai essayé de synthétiser le cours, de résumer un petit peu les informations les plus hyper tombables en QCM. J'espère que cette vidéo était bénéfique pour vous. Mettez un petit like et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je poste. Et bien sûr, à la prochaine.